Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv pour cette dernière émission de la saison. Donc, comme d'habitude, grand bonjour à la régie, grand bonjour aux modérateurs, grand bonjour à tous les métanautes, ceux qui ne sont pas partis en vacances parce qu'on est déjà en ce mois de juillet pour une émission spéciale ce soir avec Pierre Hillard. Bonsoir Pierre Hillard. Bonsoir. Bienvenue à Meta.tv, re-bienvenue, dirais-je. Merci de m'accueillir. Voilà, et c'est toujours un grand plaisir. Et là, c'est pour la sortie de l'Atlas du mondialisme. Alors on va montrer quand même on va montrer la bête à 2,2 kg. 2,2 kg, ça pèse son poids. Alors là, c'est... j'ai presque... Alors c'est quoi? C'est la synthèse de tous vos travaux? C'est comme ça qu'on pourrait le présenter? Synthèse, en même temps des ajouts, plus que des ajouts, beaucoup d'ajouts qui n'existaient pas. Et j'ai grandement... j'ai cherché véritablement à apporter du neuf, à m'appuyer sur ce que j'avais déjà dit auparavant, mais aussi ajouter des informations nouvelles, que ce soit sur le sionisme, que ce soit sur... En fait, ce que j'ai voulu expliquer, ce n'est pas l'atlas de la mondialisation, parce que ça, ce genre de bouquin, il y en a à la tonne. Mais à ma connaissance, c'est le premier livre en langue française sur donc, un atlas traitant du mondialisme. C'est comprendre les référents religieux et philosophiques et l'impact sur le politique, sur le matériel. Par exemple, sur la couverture, c'est la carte de la France en 1789 en carré, en damier. Oui, la fameuse carte qu'on avait montrée dans la première émission. Et la France, avant qu'il était en province, constituée de provinces et de bailliages, et là c'est un damier, et ensuite pour des raisons pratiques, ils ont érodé et mis en département. Question, pourquoi? Pourquoi une France en carré? Pourquoi une France uniformisée? Pourquoi? L'homme habitant Brest, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Dunkerque ou Perpignan est traité de la même manière. Donc c'est un homme déraciné. Alors, justement, vous avez mis beaucoup d'ajouts par rapport à, effectivement, à toutes les conférences que vous avez présentées, tous vos livres. Mais là, il y a un soin en plus dans la présentation, c'est ça, d'apporter aussi pour bien comprendre, parce que c'est vraiment une vision globale. Oui. Ouais. Alors déjà, il faut remercier les éditions Retour aux sources qui ont fait un travail vraiment de très grande qualité. Qualité du papier, qualité de la couverture, qualité des cartes. Et j'ai vraiment, je vous dis, essayé de reconstituer le puzzle. Alors, j'ai une formule pas très optimiste, vous allez voir. Un jour, j'ai dit à l'éditeur, à son bras droit, que j'avais voulu faire un peu la photo de notre monde, un peu comme si j'avais pu faire la photo de Pompéi, les photos de Pompéi, quelques jours avant l'éruption. Voilà la situation. Parce que l'époque que nous vivons, elle ne va pas durer. Il va y avoir un jour une bascule. Et alors, bascule dans 3 mois, 6 mois, enfin évidemment, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, mais il va y avoir une bascule méchante. Et j'ai voulu faire une photo du monde avec les raisons politiques, historiques, religieuses, économiques, qui expliquent les raisons profondes, l'évolution, et puis la période qui précède la bascule. Et voilà, c'est ça que j'ai voulu faire, et en espérant que ce livre, permettra aux personnes curieuses de comprendre les causes profondes de la bascule qui s'annonce dans quelques temps. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai mis en épigraphe dans le livre « Les temps sont mûrs ». Les temps sont mûrs, oui. Parce que, parce que la première chose à ne pas confondre, c'est bien l'atlas du mondialisme, comme vous l'avez bien et vous l'expliquez, à ne pas confondre avec la mondialisation. Parce que ça, c'est le premier piège. Il faut le différencier tout de suite. Alors, mondialisation, c'est un phénomène naturel d'échange de biens, de personnes, des idées, en fonction des moyens techniques. Bon, maintenant, c'est Internet, la voiture, l'avion. Autrefois, c'était dans le Moyen-Âge, à pied, à cheval, en bateau. Le mondialisme, c'est l'esprit qui est derrière l'effet matériel. Un peu comme on dit l'éducation, d'accord? Tout le monde est pour l'éducation, mais ce qui compte, c'est l'esprit qu'on met dans l'éducation. Et donc le mondialisme, c'est, pour faire court, c'est ce que je dis, c'est un messianisme, et avec en même temps, je veux dire, une forme d'enfer divisé contre lui-même. Parce que vous avez au sein du mondialisme différentes factions oligarchiques qui partagent le même but, mais avec des voies différentes, et qui se tapent entre elles pour des rivalités d'ordre politique, économique, financière et spirituel. Voilà, c'est ça le fond de l'histoire. Oui, parce qu'il y a une énorme partie spirituelle en plus. Il y a une part, oui. Ouais. En fait, ce que j'ai fait, j'ai lu
entre autres, quasiment tous les livres de Gershom Scholem, qui est un juif allemand, citoyen israélien ensuite, à partir de 1948. Pour situer, c'est 1897-1982. Et c'est la référence, le grand Manitou, si je puis dire, pour tout ce qui a trait à la Kabbale, la gnose, l'histoire du judaïsme. Et j'ai lu quasiment tous ces livres. Et pour vous donner une petite idée de l'importance de ces ouvrages, ils sont extrêmement recherchés. Il est mort en 1982. Son dernier ouvrage, sorti en 1981, c'est un ouvrage d'une centaine de pages en français, sur Junius Frey, en fait, qui s'appelait Moses Dobruska, ensuite a pris un autre nom, Franz Thomas von Schoenfeld, et son dernier nom avant de mourir lors de la Révolution française, avec Danton, d'ailleurs il est mort avec Danton en 1794, c'était Junius Frey. Et ce Moses Dobruska était le petit cousin de Jacob Frank, le franquisme, qui a succédé, enfin auparavant il y avait le sabbatéisme. Et ce livre, consacré à donc, Moses Dobruska par Scholem, est introuvable. Et je l'ai cherché pendant des années. Et un jour, je suis tombé coup sur coup sur 2 exemplaires vendus par des particuliers, l'un sur le site Amazon États-Unis, l'autre sur le site Amazon France. Et celui qui était vendu sur... tous les deux étaient en bon état, mais celui qui était vendu sur le site États-Unis, Amazon États-Unis, coûtait plus de $300. Mais j'allais dire, ça c'est rien, c'est celui-là que j'ai acheté parce que l'autre sur le site Amazon France, vendu par un particulier, était vendu à 1 500 €. Alors j'ai acheté celui à 300 et quelques $, et 2 jours après, celui qui était à 1 500 €, lui, il a été vendu. Donc on voit qu'il y a premièrement des personnes qui connaissent Scholem et qui raflent, si je puis dire, l'ouvrage, d'autant plus un ouvrage introuvable, son dernier sur Junius Frey. Donc c'est révélateur. Alors, en fait, il y a 2 cas possibles. Il y a ceux qui veulent se le procurer parce que c'était mon cas. Puis il y a ceux aussi qui veulent se l'accaparer, de faire en sorte que les informations qu'ils délivrent ne touchent pas trop de monde. Disons les gentils les non-juifs. Voilà. Oui, parce que le monde se divise donc entre les gentils et... Alors, les juifs et les gentils, c'est comment je dois l'interpréter? Il suffit de lire le livre entre autres de, comment il s'appelle, du rabbin Ben Amozeg, qui l'écrit noir sur blanc et subdivise l'humanité en 2 blocs. Les juifs, peuple prêtre, et les non-juifs, les gentils, qui doivent être soumis au peuple prêtre. C'est comme ça. Alors, je résume d'avance. La finalité, quand on lit... je vous dis, Israël et l'humanité de Ben Amozeg, ou Le Sanctuaire inconnu, qui est absolument passionnant, qui est sorti à l'origine en 1926, eh bien, il vous dit, je résume sa pensée sans le trahir, il faut que le peuple juif soit le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu un, du monothéisme, et le reste de l'humanité non juive, encadrée par les lois de Noachide, celle-ci étant... se trouvant au seuil du temple rénové, le tout dans le cadre d'un Messie des Juifs universellement reconnu. C'est ça la finalité. C'est-à-dire qu'il faut une organisation planétaire spirituelle et politique, parce que les deux sont vraiment intimement liés, où il y a une répartition des tâches, il y a un peuple, le prêtre, et le reste de l'humanité, c'est-à-dire les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, les Esquimaux, les Pygmées, enfin bref, les non-juifs. Et alors, les causes profondes, parce que vous expliquez au départ, avec l'Union européenne, avec l'Allemagne, des communautés allemandes qui sont donc réparties en Europe de l'Est, un peu partout. Dès le Moyen-Âge. Dès le Moyen-Âge. Donc ça va avoir une influence considérable pour la suite des événements. Oui. Disons que si on pouvait résumer d'abord le cadre du bouquin, c'est 7 chapitres de texte et 7 chapitres de cartes, entre la régionalisation, l'aspect ethnique, identitaire, technocratique, les fonds structurels, le monde américain, le sionisme, le fameux Bagdad Ban, chemin de fer. Très important, on en parlera. Et je termine sur la gouvernance mondiale en lien avec tout ce qui est Talmud, Kabbale, la différence entre le judaïsme avant et après le Christ. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer, en particulier dans le dernier chapitre, c'est que les grands événements politiques, Révolution française, nazisme, communisme, Vatican II, etc., sont liés au judaïsme. En fait, ça s'emboîte. Et en particulier, j'ai balancé un document de première main sur le rôle des Juifs dans Vatican II, qui vient d'une revue américaine tout à fait acquise à la cause. J'ai mis l'original, il y a même les photos, même ceux qui ne comprennent pas un mot d'anglais. Bon, voilà.
Oui, parce que ça, c'est pour comprendre hein, les racines du mal, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, ou alors qu'il y a une convergence d'intérêts de différentes personnes. Oui, alors il y a différentes branches. Par exemple, dans le cas, j'ai fait un chapitre consacré à l'Europe et à l'Allemagne, la vision qu'a l'Allemagne de l'Europe. Alors j'ai commencé au Moyen-Âge avec effectivement les communautés germaniques, et puis j'ai remonté jusqu'à notre époque. Et en fait, Atlas du mondialisme, j'aurais pu l'appeler le puzzle du mondialisme, parce qu'en particulier, vous avez, par exemple, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, une partie du traité de Versailles qui a été consacrée à la protection des minorités. Et ceux qui ont mené le bal, eh bien, ce sont les Juifs américains, en l'occurrence, avec l'appui du président Wilson, avec en l'occurrence Léo Motzkin, qui a joué un très grand rôle. Et bien, ce Léo Motzkin était un sioniste lié à Theodor Herzl, et tout ça lié aux intérêts anglo-saxons. Donc en fait, c'est ça qui est très, très frappant et passionnant même, c'est qu'on a différents puzzles de sujets apparemment distincts, mais en fait qui se recoupent. Et on trouve un tel qui travaille dans telle branche et qui en fait est en contact avec un autre qui travaille dans une autre branche. Et la finalité, c'est en fait créer une humanité indifférenciée, bigarrée, déracinée, mais par étapes. Détruire les États, créer des blocs continentaux. Et la finalité de la finalité, c'est fusionner tous ces blocs continentaux en une région monde où l'humanité est au service d'une élite. Est-ce qu'on peut... C'est les gens qui initient ces grandes manœuvres, ces grands projets, parce qu'il y a une évidence, c'est vrai, dans la destruction des États, mais est-ce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont mis en place aussi ces mêmes États, dans la mesure où, si on s'en fie par exemple à l'histoire de France, il y a 200 ans, tout le monde ne parlait pas français, il a fallu aussi forcer cette unité aussi. C'est la Troisième République même qui a imposé le français à la fin du XIXe siècle. Disons que dans le cas de la France est une création politique, avec le baptême de Clovis, et pour situer Clovis, c'est vers 466, on n'a pas la date exacte évidemment, c'est vers 466, et il est mort en 511, eh bien c'est quand même, bon, il y a eu le baptême en 496, qui fait que la France, enfin, l'embryon de France, parce qu'évidemment, le germe était vraiment réduit, mais l'embryon de France apparaît avec une alliance entre l'autorité politique incarnée par Clovis et l'Église avec l'évêque Saint-Rémy. Et cet embryon politique et religieux se met en place en particulier avec le choix de la capitale française, et c'est en 510, peu avant sa mort, que Clovis choisit Paris. Donc on voit que dès le début, on a tous les éléments politiques, spirituels, reposant sur les principes catholiques. Et 1789, c'est une rupture complète au profit d'une autre métaphysique. Parce qu'on dit toujours la laïcité, et en fait c'est faux. On est passé d'une spiritualité catholique à une spiritualité gnostique kabbaliste. Et entre autres, quand on lit les livres de Gershom Scholem, d'ailleurs, c'est son dernier livre que j'évoquais sur le petit cousin de Jacob Frank, donc Junius Frey, son livre c'est du franquisme au jacobinisme. On voit, alors en fait parce que l'esprit judaïque, mais cette branche particulière du franquisme, va de pair avec le jacobinisme. Et pour faire comprendre la nouvelle spiritualité qui se met en place, quand au XVIIIe siècle, on parle du grand architecte de l'univers, et comment il s'appelle, Voltaire parlait même de l'horloger. Par définition, c'est celui qui règle les choses matérielles, règle, façonne, ordonne. Il ne crée pas, il règle. Eh bien, dans la Kabbale, ça s'appelle le démiurge. Le démiurge, par définition, ne crée pas. Il façonne, il ordonne un monde déjà qui existe. Et lorsque, Robespierre part de l'être suprême, le culte de l'être suprême, et ben dans la Kabbale, c'est tout simplement l'En-Sof, l'être infini. C'est une imprégnation kabbalistique. Lorsque, par exemple, vous avez la fameuse, là je passe à une autre époque, la révolte des Cathares et des Albigeois, vous avez une bagarre entre l'autorité française de l'époque avec l'Église face à cette hérésie. Eh bien, ces Albigeois et Cathares défendaient le principe du Dieu bon et le Dieu mauvais. Le Dieu bon, c'est le Dieu qui se cache au-dessus de la voûte céleste, comme le dit le poème de Schiller, imprégné de Kabbale, et qui a servi à l'œuvre de Beethoven pour l'Aude à la joie. Tout ça aussi, ça se recoupe. Et le Dieu mauvais qui est le démiurge, qui s'occupe des choses matérielles. Et ces mêmes Cathares et Albigeois croyaient en l'existence de la métempsychose, la migration des âmes. Et ben dans la Kabbale, ça s'appelle le Gilgoul.
Et on retrouve, alors pourquoi cette imprégnation des habitants du sud de la France qatari albigeois? Parce qu'à l'époque, il y a eu une cabale qui s'est mise en place en Provence, vers les années 1200 à peu près, et donc ça a imprégné les populations locales. Et ce fameux Gilles Goul, Migration des âmes, on le retrouve dans la promotion du franquisme avec Junius Frey, lorsqu'il va créer les Frères asiatiques dans les années 1780 par là, donc Junius Frey, petit cousin de Jacques Offranc. En fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que vous avez dans le temps une évolution des techniques, du matériel, mais on a une permanence des idées et des ambitions qui, elles, ne bougent pas. Elles s'affinent, mais on retrouve toujours les mêmes principes. Voilà. Et donc, ils ont réussi, parce que donc ces personnes-là vont quoi? Elles vont convertir les élites? Comment elles vont réussir à faire passer toute cette idéologie au point que ça devienne, que ça arrive à pénétrer toutes les classes sociales, quoi, absolument partout? Alors, oui. Comment ils réussissent? Parce que moi, je trouve que c'est un pari fou, quand même. Oui, c'est une ambition, une audace. Alors, il y a à la fois une ambition qui n'a jamais varié au cours des siècles, de la part de ces élites de la synagogue, mais il y a aussi une part de grande faiblesse de la part des élites politiques et religieuses, françaises, espagnoles, italiennes, où il y a des moments de laisser-aller. Et dans ces moments de laisser-aller, eh bien, la partie adverse prend le dessus. Et c'est vrai dans le cas français, mais c'était vrai aussi dans le cas russe, où vous avez par exemple l'ouvrage en 2 tomes de Solzhenitsyn, les 2 tomes réunis, ça doit faire 1200 pages, 2 siècles ensemble, qui racontent les relations entre Russes et Juifs. Et d'ailleurs, je me suis servi entre autres des travaux ultra référencés de l'ami Solzhenitsyn, et qui raconte pareil qu'au XVe siècle, il y a eu une judaïsation des élites politiques et religieuses orthodoxes russes, et que c'est un religieux russe, Gemidius, je prononce sûrement mal son nom, qui a réussi à stopper, oui, ça s'appelait, je crois, l'hérésie des judaïsants, cette marque juive sur les élites russes, politiques et religieuses, au point que le patriarche de l'époque avait pris le nom d'Abraham et sa femme Sarah, un truc de ce style. Et voilà, c'était en fait avec toujours le même principe, c'est toujours la même histoire dans leur esprit. Il faut toujours le Dieu un, surtout pas trinitaire. La Sainte Vierge, Mère de Dieu, ça disparaît. Et puis surtout, le Christ n'est pas le Fils de Dieu incarné. Et pourquoi? Parce qu'il faut effacer ces principes pour mettre à la place la seule spiritualité qui est le peuple juif, le peuple prêtre, l'intermédiaire. C'est un principe de substitution. Voilà, c'est avec des répercussions politiques. On ne peut comprendre la Révolution française, la révolution bolchevique, le nazisme, parce que ça peut choquer, mais le nazisme, c'est une conséquence du sabbatéo-franquisme. Bah oui, vous dites ça, oui, je sais. Quand vous dites c'est un avatar. C'est un avatar, oui, exact, c'est le mot que j'utilise. Alors, c'est évidemment, on ne balance pas comme ça, de tête en l'air, parce que si on essaie de procéder dans l'ordre, on va commencer dans l'ordre, parce que c'est vaste. En fait, il y a d'abord dans le judaïsme l'avant. Il y a le judaïsme d'avant le Christ et après le Christ. Et le judaïsme d'avant le Christ, c'est Moïse, qui reçoit donc commandements, etc., sur le Sinaï, qui va transmettre tout ça à Josué, et ensuite à une minorité de rabbins érudits, qui ne peuvent transmettre ce qu'on va appeler la Torah orale, qu'à une minorité, et vraiment, c'est un fil vraiment ténu de transmission de ce que Dieu a dit à Moïse. Le monde juif, il y a une forme de sclérose, déjà à l'époque du Christ, ça commence, et puis l'occupation romaine, la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, les massacres, déjà ça détruit énormément de choses, et entre autres, ça met à mort les quelques rabbins qui étaient les héritiers, les dépositaires de cette transmission depuis Moïse, Josué. Et cette tradition orale, cette Torah orale, va se corrompre. Et dans un dernier sursaut, vous allez avoir vers l'an 100 à peu près, un rabbin, le rabbin Akiba, qui va vouloir mettre par écrit cette Torah orale, mais une Torah orale déjà corrompue, qui avait déjà perdu, j'allais dire, de sa saveur et surtout de ses véritables éléments hérités de Moïse. Alors pour cela, je me suis appuyé sur les travaux d'un rabbin, mais pas n'importe quel rabbin,
parce que c'est un rabbin qui s'est converti réellement au catholicisme au XIXe siècle, qui est le rabbin Paul David Drach, qui en tant que fin connaisseur, parce qu'il est juif et professeur, un rabbin, fin connaisseur du Talmud et de la Kabbale, il a eu cette grâce particulière, il s'est converti, et donc il a pu expliquer le judaïsme véritable d'avant le Christ qui annonce le Messie, et ce judaïsme au moment du Messie qui ne reconnaît pas le Christ comme fils de Dieu incarné, et qui se rebelle. Et il explique la différence, et le rabbin Akiba, vers l'encens, va mettre en place une nouvelle religion, le Talmud. Alors ça va se mettre en place en fait à partir du rabbin Akiba, mais en gros de l'encens à l'an 500, à peu près, un chiffre arrondi. Après le rabbin Akiba, il y a d'autres qui vont agir, comme le rabbin Anassi. Et ce que j'ai montré dans ce livre, et c'est en fait pour comprendre les événements actuels entre le sionisme, il faut s'intéresser à cette époque. Vous avez, avec le rabbin Akiba vers l'encens, un événement, vous avez un juif qui s'appelait Shimon Bar Kokhba, qui se présente comme le Messie, veut reconstruire le temple, qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ par les troupes de Titus, et veut mettre à la porte les Romains. Et il a le soutien du rabbin Akiba et de son équipe, donc reconnu comme le Messie, reconstruire le temple et mettre à la porte les Romains. Et vous allez avoir une bagarre à mort entre les Israélites et les Romains, puisque les Israélites vont détruire une légion romaine. L'empereur romain de l'époque, l'empereur Adrien, va mobiliser entre un tiers et la moitié des armées romaines pour avoir la peau de cette résistance israélite. Et Shimon Bar Kokhba et ses hommes se réfugient dans une forteresse dont le nom va tout de suite vous dire quelque chose, que cette forteresse s'appelait la forteresse du Bétar. Et ils se font massacrer. Et en fait, à cette époque, vous avez déjà deux factions juives qui s'opposent. Vous avez une faction juive avec le rabbin Akiba et les gens autour de lui, plus Shimon Bar Kokhba, qui dit « Nous devons reconstruire le temple, on peut affirmer la gloire d'Israël et le Messie viendra après. » Et puis vous avez une autre faction qui dit « Nous les hommes, nous Israélites, on n'a pas à agir, on n'a pas à reconstruire le temple, c'est le Messie qui lui-même fera le travail, qui va lancer le mouvement et nous on suivra. » Et donc dès cette époque, on a une rivalité entre deux factions, une faction qui dit l'homme doit agir et forcer la main au Messie, donc de venir, et l'autre faction qui dit nous on ne fait rien, on attend. Et le sionisme, c'est la descendance directe de cette faction du rabbin Akiba et de Shimon Bar Kokhba, puisque le sionisme va forcer la main avec volonté de reconstruire le temple, de rétablir l'existence du foyer juif en Palestine, ensuite la création de l'État d'Israël. Voilà. Et vous avez en face une autre faction juive qui s'y est opposée. C'est tellement vrai, et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que vous avez en 1897 le premier congrès sioniste en Suisse à Bâle, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'origine, le premier congrès n'aurait pas dû avoir lieu à Bâle, mais en Allemagne et à Munich. Et la chose, pourquoi ce n'est pas fait à Munich? Parce que les rabbins de Munich étaient scandalisés à l'idée qu'on force comme ça le Messie à... Et donc, eux, ils disaient, c'est le Messie lui-même qui doit le faire, lui-même qui doit lancer le mouvement. Donc, cette faction juive qui descendait de l'autre faction qui s'opposait au rabbin Akiba, en fait, ce sont deux branches. Et selon les époques, il y en a une qui prend le dessus sur l'autre. Au XIIIe siècle, vous avez eu les rabbins Narmanide et... comment il s'appelait l'autre, Aboulafia, qui se sont adressés aux représentations politiques et religieuses de leur époque pour favoriser un courant migratoire de juifs vers vers la Palestine, pardon. Au XVe siècle, 15e, 16e siècle, vous avez eu les rabbins Revni et Molcho qui ont fait la même chose. Et donc, à chaque fois, il y a des moments où il y a une faction qui réussit à imposer ses vues, puis l'autre qui bloque, et le sionisme n'est que la énième tentative depuis le rabbin Akiba, de recréer un foyer juif en Palestine, avec donc création de l'État d'Israël, et reconstruire le temple. Voilà. Donc il faut remonter la généalogie et les événements historiques qui permettent de comprendre que des référents religieux et philosophiques ont un impact politique. Surtout qu'il va y avoir des événements historiques aussi. Alors, vous mentionnez par exemple les Juifs qui partent d'Espagne en 1492. Oui. C'est un fait majeur. Parce que, capital. Parce que, alors, est-ce que vous pouvez nous développer un peu? Parce qu'en fait, à partir de là, les Juifs vont
complètement, ils vont avoir en eux une espèce de revanche, c'est ça, une espèce de... Je pense qu'ils l'ont eu dès le début. Ils l'avaient dès le début, mais ils avaient encore la niaque encore plus après. Ouais. Voilà, en fait, c'est ce qu'explique Gershom Scholem. 1492, c'est le décret de l'Alhambra, c'est-à-dire que les Juifs d'Espagne sont expulsés. Et je vais vous dire une chose, ayant lu, je vous dis, quasiment tous les livres de Gershom Scholem, je me suis rendu compte qu'on ne peut comprendre les relations internationales, sciences politiques, etc., que si on connaît vraiment l'histoire du judaïsme. Parce qu'il y a un impact sur les non-juifs, et vous allez voir, il est béton. Donc 1492, les Juifs sont expulsés d'Espagne et ils vont se répandre soit en Europe, entre autres les Pays-Bas, enfin les Provinces-Unies, ce qui va permettre de créer la puissance financière d'Amsterdam, avec ces fameux Maranes, et qui ensuite, de puissance financière des Pays-Bas, passait à Londres, à la City de Londres, avec Menasseh Ben Israël et Cromwell. Donc à chaque fois, un événement permet de rebondir à une autre étape avec des conséquences. La City de Londres doit sa puissance à la migration des Juifs d'Amsterdam vers la City. Mais il y a eu un traumatisme chez les Juifs après cette expulsion de 1492. Pourquoi Dieu a-t-il permis cette chose? Et vous avez eu au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, une communauté de rabbins, avec à sa tête le rabbin Isaac Luria, le lion sacré, qui, en Palestine, à Safed, va élaborer une nouvelle théorie. Et j'ai eu l'occasion de l'expliquer. Alors, je vais prendre mon temps. En gros, lui et son équipe, ils vont associer l'exil du peuple juif à l'exil de Dieu. En gros, qu'est-ce qui se passe? Il dit que... il ne fait que reprendre déjà une chose de base, c'est que la création du monde, matériel, biologique, tout ce que vous voulez, c'est dû à la puissance de Dieu, au pouvoir d'émanation des qualités des dieux, les fameuses séphirotes, qui expriment les qualités de Dieu, majesté, miséricorde, patience, etc., qui permet la création du monde. Et il va dire, lui et son équipe, ils vont dire qu'il y a ce qu'on appelle les étincelles de sainteté, qui devaient être recueillies dans des coupes qui vont, sous l'effet de la réunion de ces substances divines et de ces coupes, elles aussi émanations du corps divin, éclater. Une partie de ces étincelles de divinité qui permettent la création du monde reviennent à la source, vers le Dieu créateur. Mais une autre partie se répand, si je puis dire, dans la nature, et donc ces étincelles de divinité vont se perdre dans ce qu'il appelle les kélipotes. La kélipa, les kélipotes. La kélipa, c'est la coquille, la cosse, littéralement. Et les kélipotes représentent les choses matérielles, mauvaises, négatives, contraires à l'idéal rabbinique. Donc, ces étincelles de Dieu, le Dieu des Juifs, est pris dans ces choses impures, négatives, contraires à l'idéal juif. Et, comment il s'appelle, le rabbin Luria va associer l'exil du peuple juif perdu dans un monde contraire à son idéal, essentiellement le monde catholique, enfin le monde musulman aussi, mais le monde catholique, et il va dire l'exil du peuple juif va de pair avec l'exil de ces étincelles de divinité qui se retrouvent perdus dans un monde aussi contraire à l'idéal de la synagogue. Et il va associer donc l'exil de Dieu à l'exil du peuple juif. Et il va dire, pour remonter la pente, il faut détruire ces kélipotes, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à l'idéal rabbinique, que ce soit domaine spirituel, domaine politique, pour permettre la libération du peuple d'Israël, mais aussi des étincelles de divinité. Et lorsque la dernière kélipa sera détruite, là, le Messie, le roi Messie pourra venir et établir la gloire d'Israël. Donc il faut détruire tout ce qui est contraire à l'idéal rabbinique, c'est-à-dire les sociétés occidentales s'appuyant sur des principes catholiques, qui est l'ennemi à abattre. Parce que c'est ce que j'explique, le nouveau judaïsme qui se met en place entre 100 et 500, il se met en place uniquement en opposition à une religion, le catholicisme, qui se développe et qui va être reconnu par l'Empire romain, 313, Constantin. Et c'est ce que j'écris, pour bien comprendre le judaïsme, on ne peut le comprendre que par rapport à l'élément auquel il s'oppose, le catholicisme. Peu importe ses idées et ses convictions religieuses,
le judaïsme, le nouveau judaïsme, le Talmud, c'est construit uniquement en opposition au catholicisme, mais pas l'islam, parce qu'entre l'an et 500, l'islam n'existait pas. Donc en fait, la structure, l'essence même du judaïsme, c'est une structure anticatholique. L'islam n'existant pas, il s'est opposé uniquement à ça. Et ce que j'ai expliqué aussi, c'est ça qui peut choquer certains lecteurs, c'est que la religion qui est née, le nouveau judaïsme qui s'est mis en place, a sécrété une religion pour les non-juifs, ce qu'on appelle le noachisme. Parce que pour gérer l'humanité, il faut une religion pour les juifs, avec des répercussions politiques, mais il faut une religion pour les non-juifs, le noachisme. Et le fameux rabbin Ben Amozeg, dans son livre qui s'appelle Le Sanctuaire inconnu, sorti donc au début en 1926, explique les 4 points que tout Noach ou Noachide doit avoir pour faire partie du peuple Noachide, à l'échelle de l'humanité. Et ces 4 points sont: il faut à tout prix un Dieu unique. Donc, dans le cas de l'islam, ça convient tout à fait, pas dans le catholicisme, puisque dans le catholicisme, d'accord, c'est un Dieu unique, mais il y a le dogme de la Sainte Trinité. Il ne faut surtout pas d'incarnation. Dans l'islam, ça va, puisque Mahomet n'est pas le fils d'Allah incarné, c'est un homme. Puis ça interdit la représentation, etc. Voilà, l'iconoclasme. Alors que dans le christianisme, Jésus est fils de Dieu incarné. Il dit, Jésus, vous pouvez le reconnaître, mais comme simple prophète, appelé à avoir une auguste mission religieuse. C'est le cas de l'islam. C'est le cas de l'islam, ouais. Mais dans le christianisme, c'est complètement différent. Et le 4e point, il dit le sacerdoce doit être supprimé. Alors dans le cas de l'islam, il n'y a pas de sacerdoce, il n'y a pas un prêtre musulman qui transforme le pain et le vin en corps et sang d'Allah. Alors que c'est le contraire. Et donc, l'islam n'a pas procédé à des réformes. C'est pourquoi je dis cette chose qui peut paraître choquante, mais je demande à ceux qui nous écoutent de passer le moment d'émotion. L'islam, dans le cas du noachisme, ne gêne pas la synagogue, parce qu'il n'y a pas ces réformes à faire. Chose qu'il faut faire dans le christianisme. C'est pourquoi, en fait, l'ennemi premier du Talmud, c'est le catholicisme, c'est pas l'islam. Et voyez-vous, il y a une chose qui est très frappante. Quand on lit les livres de Gershom Scholem, du rabbin Ben Amozeg, j'ai lu aussi les livres du rabbin Steinsaltz, il s'attaque à quoi, en priorité? Le christianisme. Il parle quasiment pas de l'islam. Ils vont vous parler de la mise en place d'un catholicisme d'Israël. Ils ne vont jamais vous parler d'un islam d'Israël. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. La finalité, bon, vous avez une organisation religieuse avec une finalité politique. Dans le catholicisme, vous avez l'intermédiaire politique, et c'était dans le baptême de Clovis jusqu'à Louis XVI, le roi de France qui était le lieutenant du Christ, qui faisait le pont, donc, le roi de France, entre le Christ et son peuple. Dans le catholicisme, dans la religion, vous avez le prêtre jusqu'au pape, qui sont des intermédiaires, et le pape est le vicaire du Christ. Eh bien, il faut gommer ces intermédiaires catholiques et mettre à la place, après avoir donc évacué ce monde-là, mettre à la place la seule prêtrise valable, c'est le peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu un, ça il le précise, et quand il vous dit le Dieu un, c'est avec un U majuscule, et le reste de l'humanité non juive. 1789 a été la première étape, parce que la France étant l'héritière en tant que fini de l'Église, il fallait que ça saute, et ensuite il manquait plus que Vatican II. Voilà. Et là, ils sont sur le point, humainement, de gagner. Parce que pour ce qui est de la Révolution française, vous expliquez que les droits de l'homme, c'est une composition justement qui est complètement contre le catholicisme, contre les principes même du catholicisme. Ah ben, vous savez, c'est ça qui est bien avec ces écrivains juifs, français, allemands, peu importe. Ils vous disent les choses avec une franchise. Et en particulier, il suffit de lire les mémoires de Gerhard Rickner, qui était le premier secrétaire du Congrès juif mondial. Et son fameux livre, ses mémoires, c'est « Ne jamais désespérer », avec un sous-titre « 60 ans au service du judaïsme et des droits de l'homme ». En fait, qui résume tout déjà. Ça s'invente pas. Mais il dit bien dans son livre, et j'ai repris sa phrase, que la défense des droits de l'homme, c'est la chose fondamentale propre au judaïsme et uniquement au judaïsme. Il le dit en toutes lettres. Que vraiment, donc, Sanko a tout à fait raison, puisque les droits de l'homme, c'est une forme noachide, une sorte de spiritualité laïque pour les non-juifs. Et je rappelle cette chose,
c'est que tous les samedis jours de fête, vous avez en France une prière pour la République française dans les synagogues. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Il l'avait fait le jour des attentats, d'ailleurs, Charlie, j'étais étonné, avec Valls. Ah oui, mais ils sont logiques. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Alors, parce que bon, là, on voit ces gens-là, on va dire l'élite, pour pas, pas mettre une étiquette sur quelqu'un en particulier, puisque, bon, voilà, il y a ces intérêts convergents. Depuis, vous expliquez qu'il y a eu ce renversement à partir du catholicisme, c'est-à-dire à partir de la naissance du Christ. Oui. Et le rabbin qui va vers l'encens a commencé à lancer une nouvelle Juste, c'est au niveau du micro, je crois que c'est ça. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est correct, normalement. Voilà. Alors, on en arrive aussi, il y a deux personnages très importants, on est obligé d'en parler, Sabata et Séville. Et évidemment, après, Jacob Frank, pour expliquer quel rôle ils vont avoir, parce qu'ils vont avoir un rôle énorme dans... Capital, pour les musulmans comme pour les chrétiens. Alors, d'abord, dans l'ordre, il faut dire que Sabata Isfi, donc XVIIe siècle, 1626-1678, et Jacob Frank, 1726, un siècle après sa naissance, 1791, ils n'ont pu faire ce qu'ils ont fait donc que grâce aux travaux d'Isaac Luria, avec le principe de la rédemption par le péché. Et c'est ça qui est très dur à comprendre, faire un mal en vue d'un bien. C'est pas le truc qui vient naturellement à l'esprit, et c'est même légèrement, profondément tordu. Je dois vous dire que plus une fois, en lisant leurs travaux, mais je me disais, mais ils sont tordus. Parce que faire un mal en vue d'un bien, c'est bon. Et ça va très loin. Parce qu'en gros, ce que je dis, et ça peut paraître choquant, mais quand on lit entre autres les travaux de Gershom Scholem, des éléments gravissimes comme par exemple le génocide arménien en 1915 et des chrétiens de l'Empire ottoman, ça a été fait, et ensuite je vais répondre, me raccrocher à votre remarque, je prends une petite voix, ça a été fait par les jeunes Turcs, créés à l'origine le 14 juillet 1889. C'est pas l'effet du hasard, puisque ils étaient amoureux de la Révolution française, et ces jeunes Turcs descendaient de ces juifs faussement convertis à l'islam, avec Sabata Isfi, et puis en 1683, plusieurs centaines de familles à Salonique, juives, qui se convertissent faussement à l'islam. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle cette duplicité, le côté marane, mais version musulmane. Voilà, les Domnais, les apostats. Et Gershom Scholem le dit, et j'ai mis cette phrase que je ne peux plus citer de mémoire, mais je peux en tout cas redire. Il dit qu'il y avait, malgré les variétés de degrés, de perversion, une volonté de faire un mal très grand en vue d'un bien. Et ces jeunes Turcs qui vont procéder au génocide arménien de l'Empire ottoman, c'était une manière de détruire, d'anéantir ces fameuses kélipotes, ces impuretés contraires à leur idéal, leur esprit tordu. C'est-à-dire que ces chrétiens du Proche-Orient représentaient des choses négatives, contraires à leur pensée, à leur élévation, donc il fallait les détruire en vue d'un bien, éliminer ces impuretés, ces kélipotes. Et je dis que la même chose s'est produite avec le nazisme, où en fait le nazisme, ça peut paraître choquant, mais je pensais bien que je n'ai pas balancé ça comme ça, le nazisme, c'est du sabbatéo-franquisme. Et le fait de détruire, d'anéantir des centaines, des millions même, juifs durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une manière, des juifs qui étaient respectueux du Talmud, des juifs, j'allais dire orthodoxes, c'était une manière de détruire des kélipotes contraires à l'idéal sabbatéo-franquiste. Parce que le propre des sabbatéens et des franquistes, c'est d'être les ennemis des juifs donc, mais des juifs ennemis du Talmud. C'est ça qui est frappant, c'est qu'ils se sont révoltés, quand on lit les travaux de Scholem, ils se sont révoltés à l'aspect sclérose des juifs restés fidèles au Talmud. Et il y a eu des guerres à mort, mais quand je dis des guerres à mort, entre d'un côté les sabbatéens et les juifs orthodoxes, et les franquistes, et les juifs du XVIIIe siècle et après. Et d'ailleurs, au début, on n'appelait pas les franquistes. Les franquistes, on les appelait les sabbatéens, comme les dignes successeurs. Puis à un moment donné, pour distinguer, on les appelait les franquistes. Et c'est ça qui est frappant. Je dois vous dire que j'ai eu une chance. C'est, pour le franquisme, il y a, Gershom Scholem
évidemment, est un éminent historien et connaisseur de la chose, mais il s'est appuyé entre autres sur les travaux d'un avocat et juif polonais qui s'appelait Alexandre Kraus-Haar, pour vous situer 1843-1931, et qui a fait la seule étude, mais l'étude béton, sur Jacob Frank et le mouvement franquiste. Livre en 2 tomes, sorti pour la première fois en polonais, donc en 1895. Ces 2 tomes viennent pour la première fois d'être traduits en français, sorti en février 2017, aux éditions Hades, ou Had, je ne sais jamais comment on prend. Ça s'écrit H-A-D-E-S. Donc Alexandre Kraus-Haar, c'est sur Amazon. Il faut même, je crois, écrire Alexander Kraus-Haar, Jacob Frank et le mouvement franquiste. Et ouvrage absolument extraordinaire, c'est lui qui a fait l'étude indépassable à partir de pièces d'archives qui n'existent plus, pour la plupart, parce qu'elles ont été détruites par la destruction des bibliothèques de Varsovie en 1939. Et donc vraiment, c'est l'étude, et d'ailleurs Gershom Scholem en parlait, parce que lui, il avait eu la version polonaise, il en parlait avec chaleur, vraiment, bon. Et j'ai eu le privilège d'avoir, avant la parution en français cette année, l'année dernière, j'ai eu le privilège d'avoir les originaux de ce livre de 1895, avec sa traduction en français, et je m'en suis servi. Et je me suis rendu compte que Gershom Scholem, qui s'était appuyé énormément sur les travaux d'Alexandre Kraus-Haar, s'était bien gardé de balancer certaines choses fort désagréables, entre autres dans les chapitres 14 et surtout le chapitre 16 du tome 2, où Alexandre Kraus-Haar parle de la famille de Jacob Frank et de sa fille, Ève, qui va être la maîtresse de l'empereur d'Autriche, Joseph II. Et surtout, grâce à Kraus-Haar, on apprend que la famille Frank, et surtout sa fille, vont être financées par les Rothschild. La fameuse Rothschild. Et j'ai pu, grâce aux informations apportées par Alexandre Kraus-Haar, apporter des informations inédites qu'il n'avait pas. En effet, Alexandre Kraus-Haar évoque ce point capital. Il cite une fois le nom d'un Allemand. Il le cite une fois, il parle d'un patriote allemand qui s'appelait Simon Moritz von Bethmann, 1768-1826. Je ne le connaissais pas. Avec un petit doute, puisque dans Simon Moritz von Bethmann, il y a un chancelier allemand de 1909 à 1917 qui s'appelait Theodor von Bethmann-Hollweg. Et avec des recherches, je me suis rendu compte que ce Simon Moritz von Bethmann avait une sœur, Suzanne, je crois, von Bethmann, qui va épouser un certain Johann Jakob von Hollweg, et ils vont associer leurs noms, et dans leur descendance, il va y avoir le fameux Theodor von Bethmann-Hollweg, chancelier du Reich sous Guillaume II de 1909 à 1917. Et il y a, à ma connaissance, une seule étude faite par un universitaire allemand sur Simon Moritz von Bethmann, étude que j'ai pu avoir. Donc, Kraus-Haar cite une fois cet ouvrage, cite une fois, ce nom de Bethmann, et en fait, ce Simon Moritz von Bethmann est un élément clé en lien avec le franquisme et avec Napoléon Ier, la Prusse, l'Autriche et la Russie. En effet, il était d'abord banquier, il travaillait, c'était la banque Bethmann, en lien avec les Rothschild, et puis d'autres maisons bancaires qui s'appelaient Brentano, Mullens et Gontard, un nom bien français, mais en fait c'était des Allemands descendants de huguenots qui avaient immigré en Allemagne un siècle avant. Et c'est un élément déterminant, pourquoi? Parce que dès 1792, le jeune Simon Moritz von Bethmann noue des liens d'amitié à Francfort avec un représentant russe qui s'appelait Nikolai Rumjontsov et qui va devenir quelques années plus tard le ministre des Finances et du Commerce du Tsar. Donc déjà, Finances et Commerce du Tsar, donc vous voyez le poste du bonhomme. Et en raison de tous ces liens d'amitié professionnelle, en banquier aussi, ce Simon Moritz von Bethmann va devenir le consul allemand au service du tsar Alexandre Ier de 1802 à 1810. Et Francfort est une plaque tournante. Tournante pour l'aspect financier, économique, mais aussi parce que nous avons, depuis la défaite de la Prusse face à Napoléon Ier, la destruction du Saint-Empire romain germanique, la création de la Confédération du Rhin,
Et cette confédération du Rhin est dirigée par un certain Dalberg. Alors, je vais faire une toute petite pause parce que c'est ça qui est terrible. Il y a plein de morceaux de puzzle. Je mets 30 secondes Alexandre Krauss-Art de côté, je mets 30 secondes de côté Simon Maurice von Bethmann et je vais parler d'un autre morceau de puzzle, puis à un moment donné, ça se réunit. Il y a ce qu'on appelait au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, les fameuses Illuminés de Bavière. Alors, il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées, mais aussi d'excellentes choses racontées par d'autres personnes, mais quand il s'agit d'excellentes choses prouvées, là, on se garde bien de les diffuser. Vous avez eu en 1786 un représentant des Illuminés de Bavière, le fameux Adam Weishaupt, un de ces représentants qui va être tué par la foudre. Il était poursuivi par la police bavaroise. Et celle-ci va se saisir des papiers qu'il avait donc trouvés sur le cadavre et ensuite faire des investigations. Et tous les papiers découverts par la police bavaroise vont être publiés aux archives de la Maison royale de Bavière, mais aussi avec les procès-verbaux, parce que ces Illuminés de Bavière vont être poursuivis en justice, les archives de la police bavaroise. Et il va y avoir aussi une loge maçonnique qui s'appelait Ernst Bode qui va être perquisitionnée. Donc des pièces d'archives. Et à ma connaissance, il y a une seule personne qui a fait une étude remarquable, c'est un Français, qui s'appelait René Le Forestier, qui en 1915 s'est appuyé sur toutes ces pièces d'archives. Livre de 1915 réédité en 2001. Alors j'ai mis les références, livre que je possède, et ce livre est passionnant. Pourquoi ? Parce que René Le Forestier présente au début de ce livre toutes les pièces d'archives saisies par la police bavaroise. Alors en fait, il y a trois choses. Il y a donc les pièces d'archives de la Maison royale de Bavière, les archives de la police bavaroise et les archives de Ernst Bode. Donc les documents officiels qui n'existent quasiment plus, détruits là aussi par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. On n'oublie jamais, on oublie toujours l'aspect destruction culturelle de la Seconde Guerre mondiale, c'est atroce. Donc on a des pièces d'archives. Et on apprend, grâce à René Le Forestier, que ce Dalberg était un illuminé de Bavière. Et donc il va se retrouver prince primat de la Confédération du Rhin et travailler, et hop, je retourne vers Krauss-Art. Ce Dalberg, illuminé de Bavière, et donc à la tête de la Confédération du Rhin, va travailler avec Bethmann, en liaison aussi avec Napoléon, en liaison avec le tsar, en liaison avec l'empereur d'Autriche, en liaison avec le roi de Prusse. Le roi de Prusse, qui avait un banquier qui s'appelait Isaac Daniel ou Daniel Isaac Itzik, qui était membre des Frères asiatiques, fondés à l'origine par le petit cousin de Jacques Offrand, Junius Frey, qui à cette époque est dirigé, compte tenu que Junius Frey est décapité en 1794, par un des plus grands membres de la famille, enfin de la noblesse germanique, Charles de Hesse-Kassel, une des plus grandes fortunes, qui participe, lui, en 1786, et avec le duc de Brunswick, à la fameuse réunion de Wilhelmsbad, qui prépare la Révolution française. Ce que j'essaie de montrer, c'est pas évident en quelques mots, et je m'excuse auprès des auditeurs, enfin ceux qui nous écoutent, c'est que j'essaie en quelques mots et en quelques minutes de vous montrer plein de liens politiques, financiers, économiques, d'espionnage, parce que le Simon Maurice von Bethmann, qui était consul à Francfort au service du tsar, il était un espion. Il avait des contacts avec le tsar, mais aussi avec Napoléon, et c'était une plaque tournante, tout en étant banquier, tout en travaillant en liaison avec les Rothschild, qui eux-mêmes finançaient, entre autres, la famille Franck. Mais voilà, tout ça c'est lié. Et pourquoi j'en parle ? Pourquoi ? Parce que et là je me tourne vers Alexandre Krauss-Art, lorsqu'il y a la défaite de Napoléon à la fin de l'année 1813, la fameuse bataille des Nations, dans sa retraite, Napoléon et sa garde rapprochée se réfugient dans la grande propriété de Simon Maurice von Bethmann. Et ensuite, il quitte cette propriété pour regagner Paris. Qui arrive dans les jours qui suivent ? Le tsar Alexandre Ier, qui va loger, lui aussi, dans la propriété de Simon Maurice von Bethmann. Et qu'est-ce qu'il fait, le tsar ? Il va rendre visite à qui ? À Ève Franck, la fille de Jacob Franck. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le tsar Alexandre Ier voulait créer un œcuménisme chrétien, judéo-chrétien. Et Jacob Franck, et ensuite sa fille, Ève, avaient réuni plusieurs milliers de personnes, de juifs faussement convertis au catholicisme, où il y avait un mélange de catholicisme et de judaïsme. Et Alexandre Ier voulait
rentrer en contact avec F. Frank. Il va le faire 2 fois. Et Alexandre Krauss-Art précise que quelque temps avant l'arrivée d'Alexandre Ier pour voir la fille de Jacob Frank, celle-ci va avoir la visite de Nesselrode. Nesselrode qui était le ministre des Affaires étrangères du tsar Alexandre Ier. Et grâce à l'étude qui a été faite sur Simon Maurice von Bethmann, j'ai pu apprendre que la mère de Nesselrode était une demoiselle Gontard, de la banque Gontard, travaillant avec Bethmann, Brentano, Rothschild, Mullens. Donc c'est un immense puzzle avec plein de ramifications politiques, économiques, financières, familiales, ésotériques. C'est un immense puzzle et donc j'ai essayé de réunir ça et d'avant, excusez-moi pour ce côté apparemment vague mais en même temps très précis et qui tient la route parce que c'est ça qui est frappant, c'est que la cour du tsar, avec Alexandre Ier, va être contaminée par ces idées sabbatéo-franquistes, parce que, et c'est ça que raconte en particulier Krauss-Art, au sein de la cour du tsar, vous avez des personnes acquises à cette union judéo-chrétienne. Et ça va contaminer tout le XIXe siècle et toute la famille du tsar. Surtout, c'est que les tsars vont épouser des princesses allemandes, les Hesse-Kassel, qui étaient plongés dans l'ésotérisme, dans la Kabbale juive, entre autres avec le fameux ancêtre Charles de Hesse-Kassel qui avait succédé à Junius Frey, petit cousin de Jacob Frank. Et c'est ça qui permet d'expliquer, entre autres, la révolution bolchevique de 1917. Un esprit judéo-chrétien, un mélange tordu. On peut trouver des racines jusqu'en 1917, parce qu'on sait que dans cette révolution bolchevique, il y aura une énorme part des révolutionnaires qui seront juifs, il faut bien le dire. Et ça, je me suis appuyé en particulier sur les travaux de Solzhenitsyn, 2 siècles ensemble, qui le prouvent d'une manière écrasante. Les Juifs ont joué un rôle énorme. Déjà, avant la guerre de 14, lorsque Theodor Herzl donc met en place les premiers congressionnistes, 1/3 des représentants de congressionnistes sont des Juifs russes. 1/3, c'est immense. Et il faut dire en particulier, tout est lié. Lorsqu'en 1917, le camarade Lénine arrive à Petrograd dans son wagon plombé, en fait c'est Saint-Pétersbourg, il y a un orchestre bolchevique qui est là pour l'accueillir. Il joue un morceau de musique. Et là aussi, je demande à ceux qui nous écoutent de bien comprendre que tout est lié et que pour comprendre les événements d'une période, il faut remonter très loin en arrière. Le morceau de musique que l'orchestre bolchevique va jouer pour accueillir le camarade Lénine à Petrograd en 1917, c'est quoi comme morceau de musique? C'est pas l'Ave Maria de Schubert, non. C'est la Marseillaise, l'hymne de la Révolution. Mais ils sont logiques. Ils sont logiques. On va faire une pause et puis on va revenir juste après pour cette interview passionnante. Restez connectés sur meta.tv. À vous la régie.